Les statistiques indiquent un intérêt croissant pour les voitures d'occasion de marque haut de gamme. En effet, si vous envisagez d'acheter une voiture d'occasion, ce serait bien de passer à une voiture puissante avec un équipement riche. Bien sûr, l'acheteur russe regarde d'abord les Allemands, et beaucoup considèrent le produit phare. La Volvo S80 de deuxième génération sur une plateforme à traction avant est trop ennuyeuse. Mais a-t-il ses propres atouts? Posons cette question par contumace aux propriétaires de telles voitures, et lisons ce qu'ils écrivent à leur sujet dans les critiques, afin de comprendre pourquoi la S80 est appréciée, et pourquoi ils ferment les yeux. Le modèle S80 est apparu dans la gamme de la marque suédoise en 1998, remplaçant la famille commerciale à propulsion arrière comme produit phare, les berlines S90, Volvo 960. Mais l'âge de ces voitures de première génération, qui sont restées sur les chaînes de montage de 1998 à 2006, est encore trop vieux pour qu'elles puissent exister. Intérêt pratique. Même un prix très bas, de 150 000 à 750 000 roubles, ne suffira probablement pas à compenser les investissements financiers qui pourraient être nécessaires pour maintenir ces anciens combattants en mouvement. Une autre chose est la deuxième génération du modèle. Elle a été présentée au public au Salon de l'Automobile de Genève, 2006. Le modèle a été construit sur la plateforme Volvo P3, alias Ford EUCD. L'apparence de la voiture est devenue plus moderne, mais a conservé des motifs classiques, car le concepteur en chef du projet, Todd Levy, a tenté de conserver, avec quelques modifications créatives, toutes les principales découvertes de Peter Horbury. En plus d'un certain nombre de nouveaux systèmes électroniques, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, un système d'avertissement de collision avec freinage automatique et surveillance des angles morts, ainsi que d'une carrosserie en acier au bord à haute résistance, la voiture a reçu une large gamme de moteurs. Au moteur 5 cylindres B4 204T bien connu et éprouvé d'un volume de 2,5 litres et d'une puissance de 200 chevaux. Lors des restillages ultérieurs, ce moteur a été porté d'abord à 231 puis à 245 chevaux. Un 6 en ligne de 3,2 litres situé transversalement B632-4S avec une puissance de 238 chevaux a été ajouté. En 2010, la puissance de ce moteur a été augmentée à 243 chevaux, ainsi que toute une gamme de moteurs diesel d'une puissance de 109 à 215 chevaux. Certes, cela n'a aucun sens d'examiner les moteurs diesel en détail, la Volvo S82 n'en a pas été officiellement fournie en Russie et n'est même pas représentée en exemplaire unique sur le marché secondaire. Mais la principale innovation et le résultat de la coopération avec le groupe Ford a été l'apparition d'un V8 B8 444S de 4,4 litres, situé transversalement et très compact d'une puissance de 315 chevaux. Ce moteur a été développé pour Volvo par Yamaha, qui avait déjà de l'expérience dans la création de V8 compacts pour la Ford Taurus. L'apparition de ce moteur était très importante pour la marque, car elle augmentait fortement ses capacités compétitives sur le marché américain. Les voitures équipées du V8 phare étaient uniquement équipées d'une transmission intégrale. De plus, la transmission intégrale pourrait être équipée de versions avec un 6 BC304T turbo-compressé de 3 litres en ligne, puissance 285, puis 305 chevaux, ainsi qu'un 6 périatmosphérique BC3 2.4S. La fin de la période Ford et le passage de la marque au contrôle du groupe chinois Geely ont été marqués, outre deux restylings, par l'apparition de nouveaux moteurs, principalement le 4 mains B4 204T turbo-compressé d'une puissance de 245 chevaux. CH. Avant cela, le B4 204S atmosphérique de 2 litres développant 145 chevaux agissait comme des voitures juniors et n'étaient pas populaires en Russie, d'autant plus qu'elles étaient associées uniquement à une boîte de vitesse manuelle Volvo M66 à 6 vitesses. Pour les moteurs restants, un Aisin TF80 SC hydromécanique à 6 vitesses était proposé, et en 2013, il a été remplacé par un Volvo TG8 1SC automatique, alias Aisin AWF8F. On pense qu'au cours de la durée de vie de la chaîne de montage de 2006 à 2016, le modèle a subi deux restillages, en 2009 et 2013. Mais en fait, la modernisation s'est déroulée presque continuellement et presque chaque année modèle a été caractérisé par l'un ou l'autre changement dans la gamme de moteurs et d'équipement du véhicule. Par exemple, le système d'infodivertissement Sensus avec un écran tactile de 7 pouces couronnant la console centrale est apparu en option sur les voitures de l'année modèle 2012 et en 2014, ce système a été inclus dans la liste des équipements de base. Après que la S90 de deuxième génération ait remplacé le modèle phare en 2016, la S80 a migré vers le marché secondaire. Compte tenu de son statut premium et de son équipement riche, les prix du S80 peuvent être considérés comme assez attractifs. Les voitures préstylisées de 2006 à 2010 peuvent être achetées à des prix allant de 400 000 roubles à 1,6 million de roubles. Dans le même temps, les voitures à traction intégrale équipées d'un V8 de 4,4 litres coûtent de 610 000 à 1,6 million,
et les versions avec un 6 de 3,2 litres et une transmission intégrale coûtent de 500 000 à 1,25 million. Pour les voitures après le premier estylage, production 2009 à 2013, les vendeurs demandent de 650 000 à 1,9 million, et pour les modèles relativement récents de 2013 à 2016, de 1 à 2,2 millions. Considérant que les modestes Kia Rio se vendent aujourd'hui entre 1,5 et 1,8 million, et que les voitures Volvo ont toujours été considérées comme assez fiables et ingénieuses, les prix des berlines professionnelles de 5 à 7 ans d'une marque haut de gamme peuvent être considérés comme un véritable cadeau. Mais la voiture achetée doit aussi être entretenue. Ce jeu en vaut-il la chandelle? Surtout si l'on parle de très vieilles voitures de plus de 10 ans. Bien entendu, il n'existe pas de réponse unique à cette question. Mais voyons ce que les propriétaires de la Volvo S80 de deuxième génération écrivent sur leurs expériences et impressions. Des tests numéro 5. Investissement initial et coût d'exploitation. Lorsque vous décidez d'acheter une berline de classe affaires sur le marché secondaire avec un kilométrage solide et un âge avancé, par rapport aux normes de vie automobile, vous devez être clairement conscient de savoir si un tel achat sera justifié d'un point de vue financier. Voire. Bien sûr, il est tentant d'acheter une voiture grande, puissante et confortable à un prix qui, sans parler d'une voiture neuve, ne permet pas d'acheter une voiture économique de 3 ans. Seul un tel achat est une pure loterie. Vous pourriez avoir de la chance, ou bien cela pourrait se dérouler selon le schéma « pas de souci, j'ai acheté un cochon ». Les propriétaires qui ont finalement décidé de franchir une telle démarche écrivent très franchement « Je voudrais avertir ceux qui souhaitent acheter une voiture de 8 à 10 ans ou plus qu'ils ne doivent en aucun cas l'acheter avec leur dernier argent. De telles voitures nécessitent de toute façon plus ou moins d'attention, cela dépend des propriétaires précédents, mais il y aura des problèmes. Si nous parlons de moi, en 4 ans, j'ai investi environ 350 000 € dans ma voiture, rien que pour les réparations, et ce malgré le fait que j'ai simplement eu la chance d'obtenir des pièces à un prix minime. Si vous avez de la chance et obtenez une option avec une transmission automatique et un moteur sous tension, vos dépenses seront moindres. Si vous n'avez pas de chance, c'est 100% de plus. Ou comme ceci. La voiture est de 2007, je considère le prix comme un prix acceptable pour le confort et la dynamique qu'elle offre. Mais je vais vous le dire tout de suite. Si votre salaire est de 40 000 à 50 000 roubles, vous ne pourrez pas le supporter. Il existe de nombreuses descriptions en ligne des travaux que les nouveaux propriétaires d'anciennes S80 ont dû effectuer de toute urgence afin de remettre les voitures dans un état plus ou moins décent. J'ai acheté cette unité en 2019 avec un kilométrage d'environ 195 000, mais étonnamment dans un état assez correct pour cette année et ce kilométrage. Il y avait des problèmes avec la suspension arrière et le filtre fin fuyait. J'ai changé le filtre et quelques tuyaux appropriés, carburant, le prix est d'environ 3 000, les blocs silencieux de toute la suspension arrière, environ 25 000, l'huile moteur avec filtre, environ 18 000 bougies d'allumage plus un joint d'admission, l'original. Moins aussi quelque chose comme 25 000. Les jambes de force stabilisatrices avant sont absurdes, 3 000 par paire. Disque de frein tout autour, l'original a été installé, 7 500 par disque. 2 jeux de plaquettes de frein, d'origine, moins environ 6 000 pour chaque jeu. Huile dans la boîte de transfert et le couplage Haldex, environ 3 à 3,5 000 par litre, il en fallait 2. Quelques airbags pour moteur à combustion interne, d'origine, je ne me souviens plus du prix pour ma vie. Des problèmes distincts attendent ceux qui décident d'acheter une Volvo S80 avec un V8 de 4,4 litres. Tout d'abord, vous devez faire attention à l'état du faux châssis du moteur. Il pourrisse dans la zone du conduit d'échappement. Le retirer, le souder et le remettre coûte au moins 10 000. Ne comptez pas sur les sous-cadres contractuels, ils sont très rares et coûtent 15 000 roubles. Deuxièmement, il est tout à fait possible de rencontrer le problème des catalyseurs morts. Tous les services ne sont pas capables de résoudre ce problème. Bien sûr, si vous êtes vous-même un employé d'entretien automobile, vous pouvez économiser beaucoup sur le coût des travaux, et les pièces de rechange peuvent également être choisies à moindre coût, bien sûr avec une approche réfléchie. La plupart des pièces et assemblages ont des analogues sans plaque signalétique Volvo, mais ils sont fabriqués par des fabricants qui fabriquent ces pièces pour Volvo. Néanmoins, il existe toute une liste de pièces et composants qui n'existent que sous forme de pièces de rechange d'origine. Par exemple, des capteurs de position corporelle, de 5 à 10 000 selon la configuration, un capteur d'oxygène, de 10 à 17 000. Ou cette histoire, le roulement extérieur s'est effondré. À part, le poivre est clair, ça ne change pas, un cardan neuf coûte 2 500 $. Fabriqué par certains escrocs pour 14 000 roubles. Dans le même temps, plusieurs milliers d'autres ont été dépensés pour le retrait, l'installation et d'autres opérations. Puis la direction assistée s'est mise à hurler. Selon le verdict des mêmes gentils militaires, la crémaillère de direction fuyait. Nous avons commencé le tournage. Mais non, c'était juste une sorte de fuite de tuyaux. J'étais heureux. Je pense que je vais économiser de l'argent. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de non original. Le tube lui-même coûte 7 000. Retirer et installer, ajouter du liquide, etc. Encore une fois,
c'est plus qu'un gazouillis. En général, on ne s'en approche pas sans 10 en poche. Ainsi, les propriétaires écrivent que même en mode d'austérité, ils ont dû dépenser entre 150 000 et 300 000 roubles pour redonner vie à leur voiture. Mais supposons que vous ayez tout fait et que vous veniez de commencer à utiliser la voiture, ce qui implique naturellement un entretien régulier. Les opinions des propriétaires sur sa valeur diffèrent de la manière la plus radicale. Certains écrivent que « les sont aussi chers que 2 ponts en fonte », l'entretien régulier était assuré par les fonctionnaires, la facture s'élevait à 30 000 à 40 000 roubles. L'entretien le moins cher est d'environ 18 à 20 000 roubles. Pour les deux derniers, j'ai dû payer environ 60 000 chacun. Le service est assez cher, mais il s'agit d'un modèle de classe affaires. Il faut donc toujours s'en souvenir. Chaque entretien coûte entre 40 000 et 55 000 roubles. Et si vous changez simplement l'huile et les filtres, cela coûte environ 20 000 à 25 000 roubles. D'autres objectent avec véhémence que tout n'est pas si effrayant. Nous avons été effrayés par les rumeurs sur un service coûteux, mais il s'est avéré que c'était des rumeurs. Le service est moins cher que celui des Allemands. Entretien, pièces de rechange puis travaux non officiels, 10 à 12 000, ce qui à mon avis est peu coûteux. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est trop cher à entretenir. Comparé aux Audi, Mercenaires et BMW, c'est très bon marché. Les pièces de carrosserie sont définitivement chères. Un panneau routier soufflé par le vent est tombé sur le pare-brise. Il y a une fissure sur la vitre, une égratignure sur le capot, le montant, l'aile. Les réparations ont été estimées à près de 100 000 roubles. Un verre 50 000. Les pièces de carrosserie sont très chères, vous payez pour une excellente galvanisation et une peinture épaisse, mais si vous ne les battez pas, elles ne rouillent pratiquement pas. Capot 45 000, phare 50, pare-choc 40. Et pour couronner le tout, il y a le problème des pistes tordues. Le fait est que même après 300 000 km, l'intérieur de la Volvo S80 a généralement l'air tout à fait correct. Après 200 000 km, il a l'air un peu défraîchi, et après 100 000 km, il a presque l'air neuf, et les escrocs en profitent souvent. Ainsi, pour comprendre le kilométrage réel, il faut vérifier de nombreux paramètres, car la prévision des travaux et des investissements nécessaires dépend du chiffre du kilométrage. Dans tous les cas, vous devez évaluer très clairement vos capacités financières. En effet, outre le coût des réparations et de l'entretien, il existe également une taxe de transport sur les moteurs non adaptés, et l'appétit de Volvo est tout à fait cohérent avec la puissance et les capacités dynamiques. Amour numéro 5, charisme et design intemporel. Comme vous le savez, nous sommes accueillis par nos vêtements. Et dans l'écrasante majorité des critiques, les auteurs évaluent l'apparence de la Volvo S80 de manière assez positive, bien qu'avec quelques réserves. Une belle voiture, même si elle n'est pas prétentieuse, absolument sans frimeur, calme, confiante, sans frimer, avec suffisamment de puissance et généralement tout ce dont vous avez besoin. L'essentiel est que la voiture ait du charisme, quoique quelque peu flegmatique, elle a l'air bien qu'un peu archaïque. Il est vrai que l'image ressemble à celle d'un retraité. Bien sûr, chacun a des goûts différents. Il y a aussi ceux qui ne sont pas ravis de l'apparence de la S80. Pour être honnête, le visage de la S80 aurait pu être plus joli. Il n'y a aucune étincelle dedans. Une voiture simple et bien faite pour les plus de 40 ans. Mais les auteurs de telles évaluations restent clairement minoritaires. Les critiques positives sont beaucoup plus fréquentes. L'esthétique de ces voitures à mon avis est tout simplement excellente. Plus d'une fois j'ai entendu des critiques admiratives sur ma S80 de la part d'inconnus dans les parkings, en ville et sur l'autoroute. La belle forme de la carrosserie et la marche qui s'étend du capot en passant par les portes jusqu'au coffre et aux dimensions arrière rendent cette voiture reconnaissable sous tous les angles. Personnellement, j'aime beaucoup son apparence, la grosse voiture a l'air relativement compacte et ajustée. La voiture a toujours l'air assez élégante et à la mode, même si elle n'est pas très jeune. Mais plus important encore, dans de nombreuses revues, les auteurs soulignent que les designers de la marque suédoise ont travaillé en avance sur la courbe et ont créé une image qui reste d'actualité. Le design ne sera pas démodé avant longtemps. Bravo les Suédois! L'apparence n'a pas perdu de sa pertinence, même si le modèle a plusieurs années. L'apparence ne vieillit pas, je ne sais pas comment ils font. Belle voiture. À mon goût. Seul BMW a une carrosserie plus résistante à l'obsolescence. Sur le plan extérieur, les Suédois ont réussi leur conception pendant de nombreuses années, écrivent les propriétaires dans les commentaires. Ce n'est pas un hasard si de nombreux propriétaires comparent le S80 à un costume d'affaires d'un bon couturier. Le design est strict, pragmatique, cher, masculin. Comme un bon costume classique, toujours à la mode. Vous sortez pour aller travailler le matin, et il est si beau, noir nacré, solide. Cela vous met de bonne humeur pour toute la journée. Déteste numéro 4. Consommation de carburant, brûleur à mazout et antigel qui disparaît. Si sous le capot de votre voiture se trouve un troupeau de plus de 200 chevaux, ne vous étonnez pas que ce troupeau ait besoin d'être bien nourri. Même s'il y a exactement 200 de ces chevaux, la consommation dans les embouteillages urbains en hiver peut encore atteindre jusqu'à 17 litres au 100 km. Bien sûr, cela dépend beaucoup de votre style de conduite. Par exemple,
D'autres propriétaires de voitures équipées du même moteur décrivent la consommation comme suit. La voiture consomme 7,3 L/100 km sur autoroute, en ville, jusqu'à 13 litres, selon le type de trafic et la pression appliquée. À la pantoufle, la consommation de carburant est de 7 à 15 litres, selon le mode de conduite. En ville, la moyenne est de 14 à 15, mais nous sommes allés à Novgorod et la moyenne était de 7. Le même moteur de 2,5 litres, porté à 231 chevaux. C'est-à-dire que cette version est la plus courante et la plus populaire, consomme en moyenne 12,5 à 14,5 litres, 100 km. Sur l'autoroute, en règle générale, la consommation est d'environ 8 à 10 L 100 km, en ville de 14 à 15 litres. Cependant, tout peut arriver. La consommation était supérieure à 17, hiver, réchauffement de la voiture pour enfants à température ambiante, plus embouteillage. Si vous conduisez 200 sur autoroute, la consommation est de 18 litres 100 km, et encore plus. Les propriétaires de voitures équipées d'un 4 de 2 litres développant 245 chevaux décrivent la consommation presque de la même manière. Je consomme 16 à 17 kl, 100 km en ville, mais c'est comme conduire. Sur autoroute, à une vitesse de 120 à 130 moins de 8 litres. La consommation n'est pas trop différente dans le cas des 6 de 3,2 litres. Malgré la présence de la transmission intégrale, ces voitures consomment en moyenne environ 14 L 100 km, même si, bien sûr, les estimations de consommation varient assez considérablement. 2. La consommation dans les embouteillages est assez élevée, mais sans embouteillage en ville. 10 à 11 litres. Si vous conduisez sur autoroute, alors 6 litres. À consommation en conduite en ville, 16 à 17 litres. Et n'a plus augmenté. La conduite silencieuse en cycle mixte ne dépasse pas 12 à 13 litres du 95e. Guillemets double. Le V8 de 4,4 litres produit des indicateurs d'efficacité similaires. La consommation mixte en hiver était de 15,6 litres/100 km, en été de 12,6. La consommation d'essence était de 14 litres en été et de 15 litres en hiver. Mais tout dépend du style de conduite. Le mien est calme, et quand j'ai emmené un ami pendant que j'étais en vacances, il produisait en moyenne 22 litres. Dans tous les cas, les propriétaires de S80 prennent généralement ces chiffres avec calme, même si beaucoup notent une consommation élevée comme l'un des inconvénients de ce modèle. Et un chien avec cette consommation de 20 litres au 100, période hivernale, moins les impressions en valent la peine. En été, la consommation est de 15 litres en ville, et je pense que pour une voiture à transmission intégrale 3.2, c'est un très bon indicateur. La consommation de carburant est idéale pour un tel moteur turbo. Pour un tel moteur, la consommation est adéquate et prévisible. La consommation de carburant est modérée pour un tel moteur. Ce genre de déclaration est typique de tous les avis sur la Volvo S80, quel que soit le moteur installé. Les propriétaires sont beaucoup plus préoccupés par le problème de la consommation d'huile. Franchement, tous les propriétaires ne sont pas confrontés à une consommation excessive d'huile due au gaspillage. Et de nombreuses personnes écrivent qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile d'entretien en entretien. Mais il y a aussi ceux qui sont littéralement exaspérés par cette question. La consommation d'huile d'entretien en entretien devrait être d'environ 1,7 litres aux 20 000 km. Et avec un kilométrage de 13,7 000, la quantité d'huile ajoutée était déjà de 3,75 litres. Trop. Il y a des nuances qui irritent, à savoir la consommation de pétrole due au gaspillage. Je roulais à environ 130-150 km/h, avec des dépassements à 170-180 km/h. À mon arrivée, j'ai découvert que j'avais perdu la seconde moitié de l'huile sur la jauge. Comment ça? Lors d'une conduite mesurée en ville, il ne consomme pas d'huile. À moins, bien sûr, que vous ne mettiez le moteur déjà chaud au point mort. Et sur autoroute, si vous bougez énergiquement, 160 à 180 dépassements, ça s'envole très vite. Quelques heures de conduite sur autoroute à plus de 140 km/h, et faites le plein de 400 g d'huile s'il te plaît. On se plaint aussi souvent de la nécessité d'ajouter régulièrement du liquide au système de refroidissement. Sur le tableau de bord, il y avait une recommandation d'ajouter de l'antigel, car son niveau est devenu inférieur au minimum autorisé. Avec des phrases idiomatiques en tête, je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert le capot, et j'ai vu qu'il restait très peu de liquide dans le vase d'expansion. Le plus souvent, les propriétaires de voitures relativement neuves équipées d'un Turbo 4 B4 204 T7, T5 Drive E, sont confrontés à ce problème. Les nouveaux moteurs sont excellents, seul leur système de refroidissement est inachevé, et tout le monde a une consommation d'antigel. Cependant, de nombreuses personnes considèrent la nécessité de faire périodiquement l'appoint de liquide de refroidissement avec sérénité et compréhension. Les moteurs à essence Euro 5 sont beaucoup plus chauds que les moteurs Euro 4. Des températures plus élevées signifient une charge plus élevée sur le système de refroidissement. Faire l'appoint est nécessaire par temps chaud et lors de conduite à grande vitesse. Amour numéro 4. Confort du conducteur, visibilité et espace intérieur.
Les auteurs des critiques écrivent beaucoup et volontiers sur le confort de l'intérieur de la Volvo S80. Tout à l'intérieur est comme il se doit. Super, à la fois l'ajustement et la décoration. J'ai été très satisfait des commandes du téléphone et du multimédia. Le cuir, le son, les finitions sont au top. J'ai ressenti tout le charme du confort scandinave. Les boutons appuient bien, il n'y a pas d'abrasion, rien ne grince ni ne vacille, l'intérieur est confortable, un cuir agréable, des matériaux de haute qualité. En général, tout est super. Et même s'il n'y a pas de paravent, il y a ici du confort et du charme, et c'est un fait, tout est pratique. Tous les boutons, d'une manière ou d'une autre, sont à portée de main, même celui de la console. Le volant multifonction est pratique, le moniteur n'éblouit jamais au soleil. La visière et l'inclinaison sont très bien pensées. L'intérieur a une finition calme et de haute qualité. Cuir noir, bois foncé, bon plastique élastique. Il est bien assemblé, ne grince pas, et je n'ai pas eu de grillons. Les sièges de la première rangée méritaient une note particulière, et la plus élevée en plus. Les sièges sont excellents, moelleux, confortables, le dossier ne se fatigue pas. Siège confortable. J'ai un siège conducteur avec réglages électroniques et mémoire. Il y a un soutien lombaire. J'ai parcouru de longues distances, jusqu'à 1000 km par jour, sereinement. La position assise est très confortable. Rouler en ville toute la journée ne fait pas mal au dos, ne provoque de crampes nulle part. L'ergonomie des sièges est excellente. Par exemple, après un voyage de Moscou à Minsk, plus de 800 km, il n'y a pas de fatigue. Vous pouvez encore continuer, encore et encore, 1500 km jusqu'à Gelendzhik sans repos, et retour par le même chemin. Mon dos n'est pas fatigué, et il n'y a aucun inconvénient. Les propriétaires sont assez satisfaits du volume de l'intérieur, même s'il y a déjà quelques plaintes ici. Il y a assez d'espace. J'ai mis un siège enfant à l'arrière. Je conduis rarement des adultes, mais s'il y a un adulte derrière moi, alors il est assez à l'aise derrière moi. Je mesure 183 cm. En général, on dit que pour une voiture de presque 5 mètres, c'est un peu à l'étroit à l'arrière. Mais pour moi c'est normal. Capacité, le conducteur. 3 adultes, plus un enfant assis dans le siège, peuvent supporter 3 heures sans problème. Nous ne l'avons pas essayé plus longtemps. La S80 est une voiture destinée à ceux qui sont habitués aux voitures spacieuses et confortables. Vous ne pouvez pas passer de ceci à la Golf, à l'Octavia et autres. Avec une hauteur de 197 cm, je n'ai jamais ressenti d'inconfort même lors de longs voyages, à moins que personne ne puisse tenir derrière moi. Ce que nous pouvons souligner, c'est que l'intérieur est assez spacieux, exactement ce dont les familles ont besoin. J'ai entendu beaucoup de gens dire que parfois il n'y avait pas assez de place pour les passagers sur les sièges arrière, mais je n'ai pas été confronté à ce problème moi-même. Bref, la seule chose que les propriétaires aimeraient souhaiter, c'est un peu plus d'espace pour les jambes à la deuxième rangée. Quant au coffre, les avis des critiques diffèrent quelque peu. Certains se contentent de tout. En rencontrant une famille revenant des mers, 2 grosses valises, et le reste des cochonneries rentrent dans le coffre. Le coffre est royal, nous avons déménagé à la Dacia d'un seul coup, et l'ensemble des roues s'adapte. Le coffre va bien. J'ai décidé du principe, si la poussette me convient, je la prends. Je suis monté dedans et je l'ai pris. D'autres ne sont toujours pas satisfaits de quelque chose. Le coffre est plus petit que dans la Passa, et l'ouverture est très peu pratique. Il était difficile d'y glisser une poussette ou un vélo. Parmi les inconvénients, je peux souligner le coffre. Pour moi personnellement, il s'est avéré un peu petit, et l'ouverture est encore plus petite. Une bonne voiture familiale. Le seul point négatif est l'ouverture du coffre. Le coffre lui-même est énorme, mais que peut-on y mettre? Mais tout le monde loue de manière très unanime la vue depuis le siège du conducteur, y compris la vue arrière à travers les rétroviseurs latéraux, y compris la possibilité d'abaisser les rétroviseurs droite et gauche pour faciliter le stationnement. Cette fonction peut être activée automatiquement ou manuellement en appuyant sur la touche correspondante, et l'angle auquel le miroir s'abaisse peut également être ajusté. Très utile si vous n'aimez pas rayer vos roues sur le trottoir. Les propriétaires apprécient également beaucoup le fonctionnement du système de climatisation et la répartition du flux d'air. Il est important que les vitres de ma voiture ne s'embuent jamais. Même lorsqu'il pleut ou qu'il gèle, lorsque je m'assois et démarre, toutes les vitres sont toujours exemptes de glace ou d'humidité. Les vitres d'aucune de mes Volvo ne s'embuent quel que soit le temps. Jamais. Et c'est pour cela que je prends parfois plaisir, mais de façon bienveillante, à me moquer des propriétaires prétentieux des Allemands prétentieux, dont les vitres s'embuent souvent sous la pluie. La S80 est généralement bien adaptée à la conduite par temps de pluie. Le capteur de pluie est le plus réfléchi que j'ai jamais vu. Il s'allume exactement quand cela est nécessaire, ni plus tôt ni plus tard. Une fois que j'ai été heurté par un trafic venant en sens inverse, et avant même que j'ai eu le temps de réfléchir, il avait déjà explosé. Il est pratique de conduire sous la pluie. Grâce à un système de drainage bien pensé, les vitres latérales restent toujours propres. Le fonctionnement du lave-phare a également été pensé, pour ne pas entraîner une consommation insensée de liquide. Un appui court,
Seul le pare-brise est nettoyé, maintenez la poignée un peu plus longtemps. Les phares sont également lavés. Et bien sûr, de nombreux éloges sont consacrés aux systèmes et équipements supplémentaires. Volvo On Call. Il s'agit d'une option payante, 6 000 roubles par an, dans laquelle vous, depuis votre téléphone, en installant l'application, pouvez réchauffer le moteur, l'intérieur, ouvrir, fermer, voir où il se trouve, regarder les 100 derniers trajets. C'est un alarme satellite, et il s'agit d'un service d'assistance sur route comme le changement de pneus ou le remorquage jusqu'au service, le tout inclus dans le coût de l'entretien annuel. Monter dans une voiture bien chauffée par -20 degrés dehors est irremplaçable. Certes, vous pouvez régler gratuitement une minuterie dans votre voiture et régler l'heure à laquelle la voiture se réchauffera. Mais c'est plus agréable de le faire depuis son téléphone, régulateur de vitesse adaptatif. Je voyage presque toujours en dehors de la ville avec, dans un trafic intense, la voiture roule toute seule. Pour les longs voyages, exactement ce dont vous avez besoin. Les mains libres, c'est le thème. J'ai déjà possédé des voitures mains libres, mais avant la Volvo, je parlais habituellement à l'ancienne. Tout le monde fait l'éloge du système de climatisation de manière très unanime. Nous avons déjà noté son succès dans la lutte contre la buée. Mais les propriétaires n'aiment pas seulement ceci. Le climat fonctionne très bien. Il est réglé à 20,5 toute l'année et je ne le règle pas. Le système de climatisation fonctionne très bien. Il dirige automatiquement les flux d'air vers l'habitacle en été et vers le pare-brise et les pieds en hiver. Personnellement, je règle 22 degrés en été et 19 à 20 en hiver, et j'oublie. Vous pouvez vous asseoir dans la cabine même en short et en t-shirt, même par -30 dehors. Enfin, les propriétaires évaluent très positivement toutes les options pour les systèmes acoustiques dont ce modèle était équipé. Une très bonne radio. Cela ressemble à 100%. Je n'ai jamais entendu une telle pureté de son et de basse, même sur le LX 570. L'inconvénient de la radio est que lorsque vous parlez au téléphone via Bluetooth, la radio elle-même ne passe pas en mode radio. Celui qui le possède sait comment se joue la musique premium. Un plaisir. La musique d'InAudio est le feu. Mais lorsque vous recherchez une voiture sur la base d'annonces en ligne, vous devez être critique à l'égard de l'expression « équipement maximal ». En fait, 80% des S80 vendus sur notre marché disposaient d'un ensemble de base, qui comprenait toujours un intérieur en cuir, des capteurs de stationnement arrière, une transmission automatique, une climatisation à 2 zones et un régulateur de vitesse, et était complété par un grand nombre d'options supplémentaires, telles que la ventilation des sièges, les caméras, le régulateur de vitesse adaptatif, les phares au xénon orientable, la commutation automatique des feux de croisement et de route, la suspension adaptative, le toit ouvrant, le système audio avec un grand nombre de haut-parleurs, le caisson de basse et l'amplificateur, mais la configuration maximale comprenait nécessairement un réfrigérateur. Des tests numéro 3. Défauts de conception et d'ergonomie. Cependant, il ne faut pas supposer que le S80 est parfait, comme Mary Poppins. Comme vous le savez, même le soleil peut provoquer des taches, sans parler des voitures. Oui, l'ergonomie du siège conducteur est presque parfaite. Mais beaucoup de gens écrivent que le cuir des sièges est trop mou, se froisse rapidement et retient les plis. Quelqu'un se plaint de la console flottante, inconfortable. Sa paroi latérale forme un rebord, et on ne peut pas reposer sa jambe, il faut s'éloigner un peu. Quelqu'un n'a pas pu s'habituer à l'emplacement des touches des vitres électriques. La main repose automatiquement sur le bouton d'ouverture des vitres arrière, donc si vous voyez une Volvo sur la route avec la lunette arrière légèrement ouverte, vous savez que c'est moi. Ou cette plainte, c'est ce qui est exaspérant, le coffre ne peut être ouvert qu'à la main. Au diable, avec fermeture automatique, mais il n'existe pas de fonction permettant de l'ouvrir avec la clé. Sur Solaris, il y en a, mais pas ici. Lorsque les 2 mains sont occupées, ce n'est généralement pas pratique. Là encore, la poignée de fermeture du coffre se fait uniquement à droite. Ça ne m'a jamais dérangé, mais pourquoi ne pas le faire des 2 côtés? L'auteur d'une des critiques est perplexe. Eh bien, un servomoteur pour le couvercle du coffre ne serait pas déplacé pour une voiture haut de gamme. Il existe d'autres défauts de conception. Par exemple, il n'y a pas de capteur d'état des plaquettes de frein. Je l'ai presque roulé jusqu'au métal, se plaint l'auteur d'une des critiques. Un autre est dérouté par le système de montage des phares. Les phares peuvent facilement trembler. Il y a 4 piquets sous le capot, 2 par phare. Vous les retirez et le phare est entre vos mains. C'est un moins. Mais les Koulibin fabriquent des serrures spéciales pour les phares, et il est facile de changer les ampoules, c'est un plus. Eh bien, les auteurs des critiques adressent un certain nombre de plaintes concernant l'électronique obsolète. Il est clair que le S80 a été créé à une époque où personne ne pensait à une unité principale avec écran tactile comme élément principal de l'architecture intérieure, et les petits moniteurs au-dessus de la console centrale ne sont apparus qu'après le restylage de 2010. Mais le fait que la radio ne lit pas correctement les noms des pistes en cyrillique à la fois à partir de clés USB et lors de la lecture à partir d'un téléphone, peut être perçu comme un défaut ennuyeux.
ainsi que les fonctionnalités du Bluetooth, même dans les voitures relativement récentes. Vous ne pouvez parler que via celui-ci. Mais si vous utilisez un microphone, par exemple pour créer un itinéraire ou composer un numéro avec Siri, alors tout le Bluetooth se bloque jusqu'au prochain redémarrage de la voiture et la paire voiture-téléphone est rompue. Amour numéro 3. Peinture, métal, isolation phonique. Dans les critiques en ligne de voitures de différentes marques et modèles, les plaintes concernant une isolation phonique insuffisante sont devenues monnaie courante. Mais dans le cas de la Volvo S80, la situation est strictement inverse. Les auteurs des critiques ne parlent que positivement du confort acoustique dans l'habitacle. La voiture a une bonne isolation phonique, même si j'ai des doubles vitrages, elle est toujours silencieuse. Sur l'autoroute, vous pouvez discuter tranquillement dans la voiture avec ceux qui sont assis derrière vous, silence dans la cabine. J'étais même abasourdi. Après le service Passa ciel et terre. J'ai une S80 avec un moteur 3.2, essence, et parfois je ne comprends pas si le moteur fonctionne ou pas. Plusieurs fois, j'ai oublié de l'éteindre. J'ai essayé de fermer la voiture, elle ne fermait pas, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis rappelé que je n'avais pas appuyé sur le bouton pour éteindre le moteur. J'ai changé les roues par des roues d'hiver, mais le bruit des crampons n'a pas augmenté. Je le répète, l'isolation phonique est correcte. La vitesse 140 est presque imperceptible. Sur la ville 80 et l'autoroute 110, vous pouvez réellement vous endormir dans le calme et la tranquillité. Bref, l'idée de dépenser de l'argent pour une isolation phonique supplémentaire n'est venue à l'esprit d'aucun des auteurs. Le métal à partir duquel la carrosserie de la Volvo S80 est fabriquée et sa peinture mérite des éloges particuliers. Premièrement, le métal lui-même est assez épais, et il y en a clairement beaucoup. Les portes de la Volvo sont plus massives, le métal est plus épais. Après la Volvo, la VW Passa est devenue pour moi une boîte de conserve. Vous pouvez sentir le poids même lorsque vous ouvrez les portes. Vous comprenez qu'aucun métal n'a été épargné ici. Le métal de la carrosserie est une toute autre question, l'un des meilleurs, à mon avis. En conséquence, les propriétaires assurent. Je ne sais pas quelle voiture résiste mieux à la corrosion que Volvo. En effet, des panneaux de carrosserie entièrement galvanisés et une peinture de très haute qualité font leur travail. La peinture est de méga qualité, le métal n'est pas du papier d'aluminium. Cette voiture ne produit pas de rouille. La peinture a résisté à la fois aux réactifs hivernaux et aux pierres. Après 10 ans de fonctionnement, une seule petite tache est apparue sur l'aile, et cela était dû à ma propre stupidité. Le corps est fait de métal de haute qualité, cela se sent tout de suite. Les portes sont moyennement lourdes, le bruit de fermeture est agréable, la peinture est au-dessus des éloges. Pas une seule chips, pas de safran ni bon nombre des problèmes que rencontrent la plupart de mes camarades de classe. La qualité de la peinture est excellente, même les modèles 2006 à 2007 n'ont pas l'air très usés. Le vernis ne se décolore pas, la voiture ne nécessite pas de polissage annuel après l'hiver. La peinture, encore une fois, comparée à celle des Japonais, est tout simplement superbe. Elle ne se raye pas en crachant et ne s'envole pas au vent. Même une voiture âgée de 4 à 5 ans ne perd pas son éclat et est tout simplement superbe. Les auteurs des revues citent également la raison de cette stabilité. La qualité de la peinture en 2008 est radicalement différente de celle d'aujourd'hui, 180 microns contre 110 microns aujourd'hui. Des tests numéro 2, problème technique possible. En fait, presque personne ne dit que la Volvo S80 est une maladie congénitale complète. Mais la voiture présente encore quelques problèmes caractéristiques, et plus la voiture est ancienne, plus la probabilité de leur apparition est élevée. Par exemple, les aides au stationnement sont un point assez faible. Après de fortes pluies ou un hiver, les aides au stationnement étaient éteintes pendant 2 à 3 semaines, puis elles se réparaient elles-mêmes. La réparation n'a pas beaucoup aidé, car il y a eu un cas où les capteurs de stationnement nouvellement remplacés se sont éteints au bout d'un mois. Bref, le S80 a une sorte de point faible. Dans le cas d'un moteur de 2,5 litres, le thermostat apparaît comme un défaut de conception évident dont le boîtier peut éclater au moment le plus inopportun. En général, de nombreux propriétaires écrivent qu'ils ont rencontré des fuites dans le système de refroidissement, et que parfois le problème n'a été résolu qu'en remplaçant le radiateur. Le point faible de ce moteur est le joint de collecteur. Si vous êtes confronté au besoin de remplacement, préparez 12 000 roubles, 7 000 pour le joint lui-même et 5 000 pour la main-d'œuvre. Une autre maladie caractéristique est la défaillance du lave-huile, c'est-à-dire du système de purification des gaz du carter. Seul l'original est à vendre, il coûte 15 500 roubles. Les travaux de remplacement coûteront au moins 3 000 roubles. Mais si vous avez déjà décidé de reconstruire le moteur, il est logique de s'occuper du système de distribution. Quand j'ai changé la rondelle d'huile, j'ai encore changé la courroie de distribution avec la pompe et les joints d'arbre à cam. Je ne peux pas reproduire exactement le prix, mais avec le lave-huile lui-même, j'ai payé environ 40 000 euros. Et pour un moteur turbo 5 cylindres, un problème très typique est la défaillance des supports moteurs. J'ai déjà changé 2 fois les supports moteurs.
Ils disent que c'est une caractéristique, il se détériore rapidement et les vibrations commencent à se transmettre à la cabane. La crémaillère de direction avec pointe de direction ne peut pas être considérée comme un point fort de cette voiture. Mais les propriétaires de versions à transmission intégrale sont agacés par le DEM, Differential Electronic Module, et la pompe d'embrayage Haldex, qu'ils contrôlent. La pompe DM de l'embrayage Haldex, qui est en réalité inconsommable, est en panne. Ils ne le font pas. Ça ne coûte pas plus de 50 $. Au revoir, encore 15 000 roubles imprévus. Amour numéro 2. Suspension, tenue de route et confort de conduite. Les propriétaires écrivent pour la plupart en termes élogieux sur la suspension de la Volvo S80. Tout d'abord, ils apprécient la bonne consommation d'énergie. Vous pouvez franchir des dos d'âne sans ralentir. La consommation d'énergie est impressionnante. Cependant, cette voiture reste destinée aux bonnes routes. Parfois, les montants arrière n'ont pas assez de débattement, ou quelque chose du genre, même s'ils flottent agréablement sur les vagues. Sur certaines bosses, on a parfois l'impression que le support est cassé. Le S80 bien sûr n'est pas destiné à la pêche et à la chasse, mais aux routes asphaltées, même s'il n'a pas peur des routes en gravier. La suspension est confortable, mais il vaut mieux ne pas rouler à grande vitesse dans les nids de poules. Cela heurte très durement la suspension avant. Le mot « confort » peut généralement être considéré comme le mot-clé dans toute évaluation de cette voiture, et le facteur principal ici est une excellente stabilité de trajectoire. La voiture est assez lourde, il est donc difficile de la faire dévier de sa trajectoire. Volvo est une locomotive qui avance très bien. En raison de cette locomotion et de ce poids sous la pluie et la neige fondante, je n'ai jamais ressenti d'effet d'aquaplaning, la S90 suit clairement la trajectoire prévue, expulsant l'eau sous les roues avec son poids. Elle reste sur la route de telle manière que parfois on ne comprend pas à quelle vitesse on roule. 140 à 150 c'est la croisière, mais 170 km/h, ce n'est pas différent de 140, cette voiture est tout simplement idéale pour l'autoroute. Elle est lourde, elle tient parfaitement la route. Les auteurs des critiques admettent que la S80 est loin d'être une voiture de sport, et que le caractère de la voiture n'est pas propice à une conduite rude. Flegmatique en apparence et assez puissante, mais pas particulièrement conviviale en raison de la suspension, qui n'est pas adaptée au damier. Dans le même temps, il note que la voiture ne tombe pas dans le fossé à chaque virage, et tient toute confiance à n'importe quelle vitesse et dans n'importe quel virage. Certains pensent même que les caractéristiques de tenue de route de la S80 rappellent quelque peu celles de l'Audi A6. Il convient également de noter que la voiture se comporte parfaitement en hiver, sur des routes enneigées et glissantes. Sur une route enneigée, lors d'un virage à une vitesse de 30-40 km/h avec l'accélérateur, l'arrière vomit, comme un tout-roue motrice. Mais nous pouvons contrôler le dérapage et le corriger facilement. Tout est très équilibré, et cela donne une expérience de conduite étonnante, même sur des routes complètement enneigées, lorsqu'on laisse loin derrière les BMW et autres Mercedes hésitantes et prudentes. Veuillez noter que dans ce cas, nous parlons de version à traction avant, et à propos de la transmission intégrale, ils écrivent ainsi. En hiver, lors des chutes de neige, j'ai roulé sur l'autoroute à égalité avec les Jeeps, la tenue de route est tout simplement irréaliste. J'ai essayé délibérément de faire déraper la voiture, mais cela n'a pas fonctionné, même avec tous les systèmes éteints. Ici, il vous suffit de vous rappeler que la capacité de cross-country de ces versions est encore différente. Les propriétaires parlent de la traction avant comme ceci. La traction avant est tombée en panne à plusieurs reprises. Je pouvais à peine sortir de la cour qui n'était pas déneigée. La pelle est mon ami. L'avant est lourd et la neige est meuble. Il suffit de tourner les roues et la voiture repose sur le ventre. Dans le cas de la transmission intégrale, la limite de capacité de déplacement autonome est atteinte bien plus tard. La transmission intégrale est une excellente chose. Elle fonctionne parfaitement. Jamais dérapé ni coincé nulle part. C'est indispensable en hiver. Il fonce dans la neige comme un tracteur, range son pare-choc sous les phares, et ne reste pas coincé, heureusement il a assez de puissance. En hiver, avec la transmission intégrale, je m'en sortais facilement avec du velcro. Même sur le parking, où il ne le nettoie jamais en hiver, en fait, jamais, il en reste encore quelques-uns à Moscou, il était facile de se garer et de sortir, tandis que les véhicules à traction avant et arrière étaient assis sur leur ventre. La transmission intégrale en hiver laissera beaucoup d'émotions positives. Pendant 2 hivers complets, et vous savez comment déneiger les rues, et je suis resté coincé dans ma voiture précédente plus d'une fois, ma S80 et moi ne sommes jamais restés coincés, et nous ne pouvons pas compter combien de fois nous avons aidé les autres à obtenir hors des congères. Je suis sorti de la ville. Beaucoup de neige est tombée du jour au lendemain, le crossover Mitsubishi de mon ami s'est enfoncé, et cette Volvo a démonté la neige sans effort comme un brise-glace. Mais l'essentiel, je le répète, est l'équilibre de toutes les caractéristiques et un confort de conduite sans fin. Je me suis assis pour faire un tour, puis mon amour éternel pour la marque Volvo m'a frappé. Une voiture lourde, avec une conduite excellente et douce, l'adhérence sur la route était incroyable.
Avant, c'était comme si on se roulait dans du plastique, mais ici, c'est une masse de fer. Comme le cheval macédonien, Bucéphale est puissant et rapide. Souple et maniable, vous avez l'impression de conduire dans votre propre maison. Je suis tombé amoureux dès la première minute de conduite. Il n'y a pas de comparaison. Vous vous asseyez simplement et prenez plaisir à conduire. Les sièges sont très confortables, le coffre est spacieux, le moteur et la boîte de vitesse ne sont qu'une chanson, la direction est très cool, la dynamique est incroyable, la chunka est cool. La voiture n'est pas créée pour la course, elle est créée pour une conduite confortable et douillette. Sur piste, c'est absolument classe. Juste un bateau, c'est un plaisir de conduire. La conduite est impressionnante et confortable. Au salon, on a toujours l'impression d'être dans un fauteuil. La musique standard et l'isolation phonique de ces voitures, l'une des meilleures dans leur segment de prix, créent une sorte de confort. De sorte que lorsque vous conduisez, vous ne remarquez pas à quel point la voiture absorbe des kilomètres d'autoroute. Et ce genre de déclaration peut être cité littéralement à l'infini. Des tests numéro 1, la liquidité. La plupart des acheteurs de voitures n'ont pas l'intention de conduire leurs achats jusqu'à la fin de leur jour, et sont pleinement conscients que tôt ou tard, la voiture devra être vendue. Il peut y avoir de nombreuses raisons de vendre, et nous n'en parlerons pas. Concentrons-nous simplement sur le fait qu'il est tout à fait raisonnable de prendre en compte la liquidité potentielle d'une voiture dès le stade de la décision d'achat. Ainsi, en termes de liquidité, la Volvo S80 n'a rien à plaire. Les inconvénients incluent la faible liquidité de la voiture. L'inconvénient est la faible liquidité de la voiture. Il est difficile de vendre, même en très bon état et pour un prix raisonnable, écrivent les propriétaires dans leurs critiques. Les auteurs des revues estiment que la raison principale est l'image de « retraité », déjà mentionnée. La plupart des personnes âgées conduisent de telles voitures, il est donc beaucoup plus facile de trouver une option non portée, mais il est également plus difficile de la vendre, selon anciens propriétaires. Oui, chaque pièce a son revers. D'une part, la S80 perd clairement en termes d'image par rapport au modèle plus ancien des trois grands Allemands. Que faire? Ce n'est pas pour les propriétaires pompeux de BMW et de Mercedes de 15 ans. Mais d'un autre côté, cela conduit à une sous-évaluation, ce qui rend les prix de ce modèle sur le marché secondaire très attractifs. Volvo est sous-évalué en Russie. Une voiture de 6 ans avec un kilométrage d'un peu plus de 60 000 km peut coûter le même prix qu'une voiture allemande de 10 ou 11 ans, avec un kilométrage bien supérieur à 100 000 km. Amour numéro 1, la fiabilité. Dans tous les cas, ces propriétaires considèrent la fiabilité comme le principal avantage de la Volvo S80. J'avais une Volvo S80 de 2006, je l'ai achetée neuve, et je l'ai récemment revendue avec un kilométrage de 250 000 km. Donc, pendant ce temps, l'un des moments désagréables a été que le moteur du ventilateur a grillé. Et c'est tout. J'ai parcouru 186 000 km avec celui-ci, des gorges de Kodori aux montagnes de l'Oural. Je suis tout simplement ravi. Aucun problème. Seulement une fois que le tuyau du radiateur est tombé à Ijevsk, l'antigel s'est échappé moins, et même alors. C'est notre faute, il a volé très vite, il a tremblé beaucoup. Dire que la Volvo S80 est fiable est un euphémisme. Je l'ai couru pendant 145 000 km et il n'a jamais échoué. Même au cours de la 13e année de sa vie, la voiture n'est pas tombée en panne. C'était même étrange. Ils écrivent souvent que le point faible de ces voitures est la boîte de vitesse, comme si elle tombait en panne après 150 000 km. Je n'ai rien remarqué de tel, tout fonctionnait comme une horloge. Plus de 10 ans de fonctionnement, seulement le remplacement de consommables et quelques éléments de suspension, mais c'est plutôt une question pour nos routes. Bien sûr, certains diront que ces propriétaires ont tout simplement eu de la chance. C'est peut-être vrai, et les anciennes Volvo S80 tombent encore périodiquement en panne. Mais, comme l'écrit l'un des propriétaires, pendant la période de possession, bien sûr, il y a eu des pannes, mais elles étaient toutes liées à l'âge. Et pour une voiture de classe affaires de 10 ans, c'est tout à fait normal. Je l'ai fait une fois, et cela suffira certainement pour encore 5 ans. Il n'y a pas eu de problème répété avec la même panne. Bien entendu, la principale garantie de la longévité de toute voiture est un entretien de qualité. Voici ce que dit un témoin oculaire de la situation de la S80 sur le marché secondaire finlandais. Les Finlandais les conduisent, et le kilométrage moyen des 80 de 2006 à 2007 dépasse souvent 200 à 250 000 km. Il existe également suffisamment d'exemplaires avec un kilométrage supérieur à 500 000, ce qui indique la fiabilité de ces appareils. Mais avec des soins appropriés et de qualité. Ceci est confirmé par d'autres auteurs. L'essentiel est de faire la maintenance non pas une fois tous les 20 000, mais plus souvent. Et cette voiture servira très longtemps et sans problème. Je n'ai pas eu de soucis majeurs en 3 ans d'utilisation, malgré le fait que ma bête noire est un modèle de 2007. L'essentiel est de changer les consommables à temps. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur,
c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.